Radio Média, Gilles Gansman. Gilles Gansman avec Patrick Roger. Oui, c'est pas dans le générique puisque évidemment on n'entend pas votre micro, mon cher Gilles, mais voilà, on va l'entendre. Puisqu'on salue Valérie qui sera, je l'espère, demain de retour. Extinction de voix. C'est pas le Covid, puisqu'on va parler du Covid dans un instant. Enfin, je ne crois pas. Alors Gilles, au programme Média, parce que je rappelle, cette émission, c'est Média dans une première partie jusqu'à 10h45 et ensuite les débats. Mettez-vous d'accord avec plusieurs sujets qui seront sur la table tout à l'heure. Jusqu'à midi. On va parler d'un documentaire qui va être diffusé dans le cadre du Monde en face. Covid, le secret des origines. Ça fait 5 ans désormais. Et on va peut-être répondre à la question d'où vient le Covid. Il y a eu un tas de thèses, un tas de complots, on pourrait même dire. Et vous qui avez fait 2 ans d'enquête pour 5 ans d'enquête. Nolwenn Le Fustek. Nolwenn Le Fustek. Réalisatrice. Ouais. Réalisatrice. Bretonne, je pense, Nolwenn Le Fustek. C'est bizarre. Non, mais vous savez, je suis un journaliste d'investigation, je suis comme vous, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il en ressort Non, mais attends, on précise, Gilles, quand même, que ce documentaire sera diffusé le week-end prochain, c'est ça, sur France 5. Dimanche soir à 21h05 sur France 5. Le Monde en face. Oui. Qu'est-ce que vous en retirez au bout de 5 ans de cette enquête ? Alors moi, ce que je retiens, effectivement, vous l'avez dit, ça fait 5 ans que j'enquête sur cette question. Il y a eu énormément de théories du complot. Et c'était vraiment le but, quand je me suis lancée dans cette aventure, le but c'était vraiment d'avoir pour la première fois à la télé française un film long format et sérieux qui s'attaque à ce sujet justement pour couper l'herbe sous le pied aux complotistes, parce que c'est un sujet qui a été trop longtemps confisqué, soit par des grandes puissances pour en faire... les complotistes qui ne sont pas forcément ceux que l'on pense, d'ailleurs, qui peuvent être, bien sûr, à tous les niveaux. Soit, justement, parce que nous, on avait, journalistes, beaucoup de difficultés d'enquêter et d'aller voir ce qui se passait, justement, derrière des consensus scientifiques et politiques. Ça a été récupéré avec des théories totalement farfelues. Donc, la nécessité, d'avoir cette enquête, pour moi, c'était crucial de pouvoir la sortir 5 ans après. Et qu'est-ce que j'en retiens ? J'en retiens qu'il n'y a... Vous n'allez pas tout dire, quand même, parce qu'il faut regarder le doc, mais quand même en quelques mots, quoi. Ouais. Aucun consensus scientifique sur la question. Pendant longtemps, on a cru que les scientifiques majoritairement se rangeaient, ultra majoritairement même, se rangeaient derrière une origine naturelle du Covid. Animal, le pangolin et puis d'autres. Et ce que montre ce documentaire, c'est que il n'y a pas, et il n'y a d'ailleurs jamais eu, de consensus, et que la théorie, donc l'hypothèse que ce virus soit échappé de la recherche qui était menée en Chine sur les chauves-souris est une hypothèse tout à fait possible. Qui est quand même un peu la vôtre dans le doc quand on le regarde. Vous l'expliquez bien que, par exemple, les recherches devraient se faire en sécurité P4, elles se font en sécurité P2, par exemple. Absolument. Il y a un énorme sujet. En fait, ce qui est bien avec ce documentaire aussi, je pense que on arrive à poser dans le débat public des questions, et notamment une qu'on s'est trop peu souvent posée, ou en tout cas qui a été confisquée par des grands scientifiques, qui est celle de la sécurité des expériences. Des expériences en laboratoire. Et donc, ce que j'aimerais préciser avant pour vos auditeurs, c'est que sur l'origine du Covid, d'où il vient, il y a un consensus scientifique quand même, c'est que le Covid vient de la chauve-souris. En fait, à l'origine, quoi. À l'origine, c'est-à-dire que les coronavirus, les plus proches virus qu'on trouve aujourd'hui dans la nature viennent des chauves-souris qui vivent, une race particulière qui vit au sud de la Chine, nord du Laos, nord du Vietnam. C'est un écosystème où ces chauves-souris vivent. Et la question que pose le documentaire, c'est comment on est arrivé du Laos pour arriver jusqu'à Wuhan. Voilà, sud de la Chine, le Yunnan à Wuhan, 2000 km plus loin, où il n'y a pas ces chauves-souris. Vous l'avez dit. Oui, absolument. Allez, on va en parler en détail dans un instant. Juste avant ça, le petit zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon, moi j'ai appris qu'hier que Valérie ne viendrait pas, donc sinon je vous aurais mis du football évidemment pour vous, Patrick. Du rugby. Du football, hier c'était du football à la télé. Et du rugby. Et du rugby. Vous ne regardez pas suffisamment la télé, on va corriger ça. Parce qu'il y avait du football sur la une et il y avait du rugby sur Canal+, pour le Stade Toulousain contre l'UBB. Exactement, mais alors sur TF1 ça a fait 6 millions. 6 millions. C'est un énorme carton, pour vous donner une idée. Ça fait 34% de part de marché.
oui. Et le deuxième programme qui arrive derrière, c'est France 2. Combien de parts de marché? 13,6. C'était quoi? La moitié. C'était un film, je crois. Vous m'avez piégé, bravo, Patrick Roger. Je vous remercie. Pose toutes tes questions. Donc, voilà. Non, c'était un film, c'est souvent un film. Ouais. En tout cas, 6 millions contre 34% de part de marché contre 13,6. Comme dans un film, Patrick Roger, dans un film, mais dans la vie réelle. Samedi, une course-poursuite entre plusieurs voitures de police dans les rues de Paris, sirènes hurlantes pour rattraper un refus d'obtempérer, car le conducteur était fortement alcoolisé et n'a pas voulu être contrôlé. Vous vous doutez que les chaînes info étaient tournées sur cette information. C'était un peu Fast and Furious à Paris. Sirènes hurlantes, véhicules encore fumants, 3 voitures de police se sont encastrées sur une berline noire, celle du chauffard qui apparaît volé dans les fichiers des agents. L'homme, positif à l'alcool, refuse de s'arrêter et une course-poursuite s'engage. Les faits se sont déroulés en plein cœur de Paris, à 2 pas de la tour Montparnasse. Le chauffard roule extrêmement vite. Juste après la collision, les policiers parviennent à l'interpeller. La personne en sortie de virage, elle arrivait tellement vite qu'elle n'a pas pu en fait prendre le virage correctement. Elle est venue s'encastrer dans le terre-plein central. Et donc du coup, les véhicules de police qui étaient juste derrière, puisqu'il y avait cette course-poursuite, n'ont pas eu le temps de freiner également. Vous avez vu ces images de voitures empilées, de police. Enfin, c'était assez étonnant comme image au cœur de Paris. Bon, Patrick, c'est l'annonce média qu'on n'attendait pas. Depuis quelques semaines, on ne parle que de lui, Cyril Hanouna. Alors il faut bien dire, il a remis quand même les règles de diffusion d'un programme avec un succès à la clé, mais c'est la première fois quand même qu'un programme se diffuse sur un canal où il n'y a pas de chaîne de télé et sur un seul canal. Donc ça pose des questions. Mais Hanouna, faut pas le laisser en liberté, car il vous fait un dawa de folie. Oui. Résultat, le groupe RTL s'est dit qu'il y avait tellement d'ambiance et c'était tellement bien fait que forcément, s'il parlait de politique et autant force, alors que W9 ne veut pas. Je reprends ma phrase, je vous ai vu, interrogatif. Non, mais l'émission, elle est tellement forte. Or, W9 demande qu'il n'y ait pas de politique ou autre. Donc, ils ont eu peur que si on continue jusqu'en septembre comme ça, quand ils vont prendre l'antenne sur W9, ça risquait d'être déceptif. Avec ces émissions sur les plateformes diffusées sur YouTube, quoi. Donc, il y a un moment, il faut faire une pause pour pouvoir proposer dans 2 mois. Voilà, pendant 2 mois, une émission plus calme, différente, pour avoir évidemment la publicité et pour pas que ce soit déceptif au niveau des audiences. Résultat, il a fait une annonce vendredi. Les chéris, la bonne nouvelle, on sera là lundi, en direct. On sera là mardi, en direct. On sera là mercredi, en direct. Ça, c'est pour les bonnes nouvelles. Mercredi, week-end prochain, le séminaire, bien entendu, avec les protagonistes. Isabelle, j'espère que vous y serez. Oui. Je n'avais pas entendu parler, mais volontiers. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir, vraiment. Travailler justement sur la suite des opérations. Donc mercredi, les chéris, ce sera la dernière de Touche pas mon poste. On va faire une grosse fête. Fiesta, puisque on va maintenant se consacrer à notre projet futur. Vous avez vu, on a laissé avec John le silence. Oui. Vous avez vu les silences, comment ça projet futur, mais où et comment, quoi. Et ça les assied, ça assied tous les chroniqueurs qui s'y attendaient pas. Et donc, on a mis le silence pour montrer que c'était très surprenant. Ils ne les avaient pas prévenus, c'est ce que vous voulez dire aussi. Et après, ils ont fait une réunion et après, il y a le séminaire. Alors, la suite. Avant, je poserai une question d'ailleurs à Nolwenn Le Fustec sur l'avenir de la télévision dans un instant, d'une façon générale, parce que les cartes sont un peu bouleversées là en ce moment. Mais que va-t-il faire alors Hanouna à la rentrée ? À la rentrée, je pense qu'il va faire du pur divertissement. Je pense que sur W9, c'est sûr que c'est acté. Ah oui, je pense. Après, après, j'ai pas son téléphone direct. Il peut parce que à chaque fois, il y a des rebondissements. On a dit qu'il allait pouvoir peut-être continuer. Moi, je pense que Cyril Hanouna ne peut pas rester
seul, sans un gros diffuseur ou un gros groupe derrière lui. C'est un animateur majeur et il doit avoir un gros groupe derrière pour faire du business, c'est-à-dire pour vendre des documentaires, pour vendre d'autres émissions. Il est patron d'une boîte de prod, d'H2O. Il va pas vendre ses programmes que sur le canal TPMP. Oui, mais Nolwenn Le Fustec, à travers ce qui s'est passé pour Cyril Hanouna et la diffusion sur l'ensemble en fait des plateformes, des réseaux sociaux, enfin je parle de YouTube, est-ce que vous ne trouvez pas que la télé est en train d'évoluer là et en vitesse un peu accélérée? Même vous, les docs, c'est-à-dire qu'on peut les regarder, bien sûr, c'est ce qui se passe déjà depuis quelques années, on peut les regarder en direct, mais on a une autre consommation. On consomme différemment la télé. Oui, ce n'est pas nouveau. Oui, mais là ça s'accélère, non? Vous n'avez pas cette impression? Oui, après moi j'ai choisi le médium télévision, bien sûr, justement pour aller chercher, pour aller apporter et chercher les gens dans leur salon, dans leur canapé, dans leur salle à manger, et là où ils se réunissent le soir pour leur parler en prime time et leur proposer mes enquêtes. Parce que j'estime que quand on passe sur justement des canaux différents, numériques, on exclut une partie de la population. Déjà, ça amène un biais, c'est-à-dire qu'il faut aller chercher l'information, elle ne vous est plus apportée. Et je trouve que c'est une question de démocratie. Que de continuer à regarder la télé. Oui, à regarder la télé ou à écouter évidemment les médias, la radio par exemple, sur des canaux un peu traditionnels, en marge de ce qui Mais disons que ça ouvre à des sujets qu'on n'aurait pas forcément été chercher. Parce que quand on va sur Internet, on choisit nous-mêmes dans la barre de recherche ce qu'on veut regarder. Alors que là, il y a une diversité et donc je pense que la majorité de la population n'a pas le temps de travail, rentre le soir, n'a pas le temps de faire, creuser les sujets et on est là pour ça. Intéressante réflexion quand même sur la consommation de la télévision et des médias. Et sur le fait de proposer et qu'on n'aille pas qu'on soit pas obligé d'aller chercher le programme. C'est mon avis. Alors, j'ai une colle pour vous, Patrick Roger. Oui, allez-y. Alors, mis à part le sucre et la bonne chair, qu'est-ce qui pourrait vous faire grossir? Mis à part le sucre et la bonne chair. Qu'est-ce qui pourrait vous faire grossir? Je ne sais pas, de ne pas faire de sport, justement, aussi. Non, et en plus, ça pourrait vous faire devenir obèse. Ah bon? Alors, le problème, c'est que je vois que ni Nolwenn ni vous a un indice à votre main gauche. C'est le mariage. Reportage de BFM Business. Selon une étude, le mariage augmente par 3 le risque d'obésité chez les hommes, mais pas chez les femmes. Attention messieurs, vous marier n'est peut-être pas la meilleure solution pour garder la forme. C'est en tout cas ce que révèlent des scientifiques polonais qui ont analysé les données médicales de 2405 individus âgés en moyenne de 50 ans. Leur étude met en évidence le lien entre la prise de poids et l'état matrimonial. Les hommes mariés étaient 3,2 fois plus susceptibles d'être obèses que les célibataires. Une particularité qui n'est pas aussi marquée chez les femmes. De manière générale, le mariage augmente également le risque de surpoids de 62% chez les hommes et de 39% chez les femmes. D'autres paramètres, comme la santé mentale, viennent également augmenter les risques de prise de poids. On a besoin d'une étude scientifique pour ça. Plus de 4 fois ou 3 fois. Bon, faut pas que je me marie, sinon je peux plus rentrer dans le studio. C'est pas parce qu'on n'a pas d'alliance que nous ne sommes pas mariés. Ah, vous êtes marié? Non, mais attendez, peu importe, je vous donnerai pas la réponse, mais en tout cas, on n'est pas obligé et contraint de porter une alliance. On peut très bien. C'est un symbole quand même, une fois que vous avez le mariage. Non, vous pensez? Oh là là. Ok, boomer. Alors, on en a parlé vendredi. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse, oui. Ok, on en a parlé le vendredi avec la patronne du divertissement. Samedi, France 2 diffusait les stars pour le SIDAction. Plus de 40 artistes étaient sur place pour chanter contre le sida. Et un duo a fait enflammer les réseaux et la toile, un moment suspendu entre Ebony, vous savez, la finaliste de Star Academy, qui a chanté avec Bilal Hassani, et ils ont repris une chanson de Lady Gaga. C'était un moment fort de l'émission Bad Romance. Et on peut continuer à donner et des dons pour le sida. On peut aller sur le site du SIDAction. Merci Gilles Gansman. Allez, nous poursuivons dans un instant avec cette question, ce documentaire très intéressant, Covid, le secret des origines, avec la journaliste réalisatrice Nolwenn Le Fustec pour un doc qui sera diffusé le week-end prochain. Vendredi. Dimanche. Sud Radio Média, l'invité du jour.
L'invité du jour, Gilles Gansman, sur la partie média, Nolwenn Le Fustec, réalisatrice pour ce documentaire qui sera diffusé le week-end prochain, dimanche, sur France 5, Le Monde en face, Covid, le secret des origines. Et tout démarre par une histoire de chauve-souris qui transporterait le SARS-CoV et on se demande si ça peut passer à l'homme, et pour ça il y a des études, et tout commence par l'étude de cette chauve-souris en fait. Complètement. En fait, il faut savoir que la pandémie que nous avons vécue, le virus qu'on appelle SARS-CoV-2, en fait, c'est la deuxième pandémie de ce type de virus. Il y en a eu une première qui s'appelait le SARS-CoV-1 et qui date de 2003. Et effectivement, des scientifiques, et notamment Shi Zhengli, grande scientifique renommée de Wuhan, ont retracé l'origine de ces virus de ce type-là dans des chauves-souris du sud de la Chine, le Yunnan. Donc c'est effectivement, il n'y a que cette espèce de chauve-souris-là qui vit dans le sud de la Chine, qui s'appelle les rhinolophes, si vous voulez tout savoir, qui transporte le virus de type SARS, qui peut après se transmettre à l'homme, en général en mutant ou en se recombinant à travers un animal intermédiaire plus proche que nous génétiquement que la chauve-souris. Donc en 2003, c'était par exemple une civette. Et on s'aperçoit que la civette et les chauves-souris sont un mets qui est dans le marché de Wuhan et vendu non. Pardon non. La civette, elle est pas parce qu'à un moment on voit la civette. Oui, la civette, la chauve-souris. Non. Mais la civette, oui. La civette, tout à fait, et tous ce type de mammifères-là sont vendus au marché de Wuhan. On le sait parce qu'il y a eu des photos qui ont circulé et des traces d'ADN de ces animaux-là qui ont été retrouvées dans le marché. Par contre, les chauves-souris, elles, et c'est bien là la question, elles vivent au sud de la Chine. Elles ne sont pas au marché de Wuhan. Alors oui, il y a des populations locales, j'étais témoin, qui mangent des chauves-souris là où je suis allée à la frontière chinoise, côté Vietnam. Il y a effectivement une consommation de chauves-souris par les habitants locaux, mais ces habitants jamais ne prendraient le train ou encore moins l'avion pour aller à Wuhan. Donc ça c'est un peu, on peut dire l'hypothèse 1, le passage à l'homme via les animaux, et il y a une autre hypothèse qui est le laboratoire de Wuhan. Voilà, pour vos auditeurs, l'hypothèse 1, comment est-ce que le virus de chauve-souris du sud de la Chine arrive à Wuhan, Chine centrale à 2000 km, alors que ces habitants-là ne voyagent pas. Et puis il faut imaginer, les grottes, c'est en haut de montagnes. Et ça, on les voit dans le documentaire. Vous êtes allés filmer là-bas. Dans les grottes, oui. Donc c'est inaccessible, presque. Donc la première hypothèse, c'est que la chauve-souris a rencontré un animal sauvage qui ensuite a été braconné. Donc c'est interdit aujourd'hui de vendre ces animaux sauvages, comme le pangolin par exemple, qu'ils se sont rencontrés dans la nature et qu'ensuite cet animal sauvage se soit retrouvé au marché de Wuhan. Ou alors, ça peut être aussi un animal d'élevage. Par exemple, il y a des fermes au sud de la Chine. On pourrait imaginer que des chauves-souris au sud de la Chine aient contaminé des élevages, par exemple de chiens viverins ou de visons qu'on utilise pour la fourrure, et qui se soient vendus au marché de Wuhan. Ça, c'est l'hypothèse qui a été privilégiée pendant des années. Oui. Pendant des années. Il y a eu le pangolin que vous avez évoqué. Il y a eu le pangolin. Après, ça a été plutôt battu en brèche, en fait, cette hypothèse. En fait, il se trouve que le pangolin, finalement, c'est la première fausse piste, mais vraiment fausse piste. C'est-à-dire que pour qu'un animal soit considéré comme étant l'hôte intermédiaire, il faut que le virus qu'on trouve dans cet animal, pour le qualifier ainsi, soit à 99% minimum similaire au SARS-CoV-2. Il se trouve que le pangolin, on a su assez vite qu'il a été mis en avant comme ça dans les médias, sa photo a circulé, et au final, son virus n'était similaire qu'à 90%. Donc le pangolin, c'est absolument pas ça. Pourquoi, selon vous, puisque vous avez enquêté, pourquoi on a mis justement le pangolin sur le devant de la scène, venant des autorités chinoises, c'était les autorités chinoises. Tout à fait. Les scientifiques chinois ont sorti cette étude qui, au final, s'est avérée fausse. Et ça a été repris par tous les scientifiques, et notamment aussi aux États-Unis, parce que, dans un premier temps, cela arrangeait absolument tout le monde, à la fois au niveau scientifique que politique.
d'encourager, parce qu'elle est probable, la piste animale et d'abonder dans ce sens et de relayer tout ce qu'on pouvait pour dire que ça venait du marché. Pourquoi ça les arrangeait? Ça arrangeait qui? Les scientifiques, en quel sens ça pouvait les scientifiques et les sur un plan politique. Oui. Pourquoi ça les arrangeait? Attendez, juste pour rebondir sur Patrick Roger, d'ailleurs vous avez dans le doc Peter Ben-Ambarak, qui n'est pas n'importe qui, qui était présent pour l'OMS et qui dirigeait l'enquête pour l'OMS, et il dit dans votre documentaire ce que vient de dire Patrick, c'est que ils ont fait un rapport pour ménager la géopolitique, et lui le dit dans votre documentaire. Moi je trouve que c'est une information forte de quelqu'un qui était responsable de ce rapport, où il dit carrément ce que vient de dire Patrick. Alors oui, donc ça, sur l'enquête de l'OMS, en fait, ce que montre ce documentaire et ce qui est illustré par Peter Ben-Ambarak et cette enquête-là, c'est que ce sujet-là, qui était un sujet scientifique au départ, a été complètement politisé. Et donc très très vite, il y a eu des récupérations politiques. Et au sein de l'OMS, donc l'OMS n'est pas un organisme indépendant. C'est ce que dit Peter Ben-Ambarak, chef de la délégation. Il me dit, l'OMS, on n'est pas indépendant, on n'est pas neutre. En fait, nous, on représente des États. Des États membres de l'OMS, et donc il se trouve que dans les États membres, il y a les États-Unis et la Chine qui sont des grandes puissances, et que l'une et l'autre se renvoient la balle de l'origine du Covid. Donc l'OMS se trouve en fait coincée entre deux rivaux géopolitiques, et doit absolument continuer à maintenir un lien avec la Chine, parce que c'est en Chine que se trouve la réponse. C'est en Chine, c'est eux qui ont les données, et des données qui sont scientifiquement utile pour le monde entier. On peut pas se couper de la Chine, parce que sinon, voilà, il y a des très très bons scientifiques en Chine. On a besoin d'avoir accès à eux. Mais voilà, ce que montre l'enquête, c'est que à force de faire des compromis pour avoir des données, on en vient à publier des résultats qui sont en fait c'est de la manipulation, qui sont le résultat d'un compromis politique. Mais c'est un compromis qui peut apparaître aux yeux de certains comme de la manipulation et une forme de complotisme. C'est complotisme d'État en fait, quoi, politique. Quoi. Alors c'est ce qu'on montre aussi dans le documentaire. Non mais voilà. Je finis juste. Donc en fait c'est ça. Vous l'avez dit, c'est un rapport scientifique et non politique et non pas scientifique. Et vous l'avez dit, la Chine elle-même, donc il y a des mensonges d'État. La Chine elle-même, donc dans le documentaire, on montre qu'elle va, donc le régime va monter une énorme opération de désinformation pour faire croire que l'origine du Covid ne vient pas de Chine, mais des États-Unis. Et là, pour le coup, la thèse du laboratoire ne leur paraît plus farfelue, les autorités accusent le laboratoire de Fort Detrick, laboratoire militaire aux États-Unis, d'avoir le virus se serait échappé et aurait été importé par les soldats américains pendant les Jeux militaires de Wuhan. Et ça, nous, on montre comment cette théorie n'est basée sur absolument rien. Et maintenant, on va évoquer le laboratoire de Wuhan, et tout démarre par la France, parce que vous savez qu'on a un laboratoire à Lyon qu'on appelle des laboratoires P4, on étudie toutes les maladies du monde entier pour essayer de trouver des vaccins, puis voir comment ils évoluent. Ça va de l'Ebola justement au SARS-CoV. Et à l'époque, Jacques Chirac, pour lui, c'était un pari de partager avec la Chine ce laboratoire. C'est lui qui va lancer la construction. En 2004, Jacques Chirac signe un accord de coopération scientifique. Les fleurons français de la biologie, Pasteur et Mérieux, mèneront des recherches conjointes avec l'Institut de virologie de Wuhan. Un immense complexe spécialisé dans l'étude des virus de chauve-souris. Paris va jusqu'à offrir à Wuhan un laboratoire P4. Les militaires français sont vent debout, car l'Institut de virologie de Wuhan collabore avec l'armée chinoise. Dans cette note, ils alertent sur un possible détournement de la technologie française à des fins offensives. Cette technologie peut être détournée par la Chine pour la mise au point d'armes biologiques. Les décideurs politiques français choisissent d'ignorer ces mises en garde. La construction du laboratoire prendra néanmoins 10 ans. 10 ans d'opposition entre les défenseurs de la diplomatie et ceux de la sécurité nationale. Est-ce qu'on a financé une recherche d'une arme bactériologique sans le vouloir ? Le problème, c'est qu'on n'en sait rien. Voilà, c'est un énorme problème parce que
C'est un énorme problème d'aujourd'hui avoir, effectivement, vous l'avez dit, tant parié, donc après le SARS numéro 1, on a voulu 2003. De 2003, aider la Chine à lutter plus efficacement contre ces maladies qui nous menacent, nous aussi. C'était un pari. Et au final, aujourd'hui, on a offert un laboratoire P4, on a transféré une technologie de pointe à Wuhan et on a perdu le regard. On a perdu toutes les garanties que les militaires que je mentionne auraient voulu imposer pour limiter justement le risque que notre cadeau serve à la construction d'armes biologiques. On a aujourd'hui aucun moyen de vérifier que ce n'est pas le cas. Et ça vient un peu de notre part, parce que Yves Lévy, qui est le mari d'Agnès Buzyn et qui dirigeait l'INSERM, a refusé à un moment d'aider sur la sécurité parce que la Chine ne voulait pas indiquer quelles études ils allaient faire dans ce laboratoire. Et il a dit, puisque je ne sais pas ce qu'ils vont étudier, je ne peux pas leur donner les mêmes secrets de sécurité qu'on a en France, mais indirectement, ça s'est retourné contre nous au moment du Covid, finalement. En fait, ce qui est intéressant, donc vous mentionnez Yves Lévy, il représente, je dirais qu'il y avait deux camps. Au sein de l'État français, deux camps opposés avec des visions très différentes. Yves Lévy, il représente le camp de ceux qui défendent la sécurité nationale et qui ne veulent pas prendre de risques, que la France se retrouve un jour peut-être impliquée, ou en tout cas partage une responsabilité et c'est ce qu'il dit dans sa note, dans un possible accident. Et lui, en fait, il ne veut pas prendre ce risque avec une société qui n'est pas une société démocratique, qui n'est pas une société transparente de base et qui est un système qui sur les valeurs est quand même opposé au nôtre. Et de l'autre côté, il y a les diplomates, les scientifiques. Donc les scientifiques, c'est l'idée que la science n'a pas de frontières, on est tous collègues. Et les diplomates, c'est l'idée que la Chine, en fait, il vaut mieux, vu sa puissance, qu'elle soit notre allié plutôt que notre adversaire. Et donc de la traiter comme telle en lui offrant ce cadeau, ça permettrait de garder la Chine de notre côté. Allez, nous poursuivons donc sur cette partie média avec ce documentaire très intéressant, Le Monde en face, le Covid, le secret des origines, diffusé le week-end prochain. La question, donc on a balayé entre guillemets la première hypothèse de la transmission de l'animal directement, l'animal dans la nature. Probablement donc ensuite l'autre hypothèse, même s'il n'y a pas de consensus, l'autre hypothèse qui pourrait être une fuite, un accident venant de Wuhan, pas forcément de façon en tout cas volontaire, bien sûr. Et vous allez nous dire, Nolwenn Le Fustec, si vous avez pu facilement enquêter ou si c'est quand même compliqué d'enquêter, notamment en Chine. Et puis on va raconter quand même, vous allez voir que finalement les Américains ont peut-être financé le Covid qu'on a subi. Oui, absolument. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous faites du bien à tellement de personnes. Vous ne pouvez pas vous imaginer. C'est formidable. Il faut que cette émission dure très longtemps. Merci Sud Radio. Pensez à covoiturer. Sud Radio, le supplément média. Allez, on parlait pendant la pub. Oui, bien sûr. Parce que c'est un sujet passionnant. Non, mais c'est un sujet passionnant. Je ne sais pas si on aura vraiment le secret des origines, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans votre documentaire, Nolwenn Le Fustec, c'est que vous allez vous remonter un tout petit peu tout justement pour essayer de nous expliquer d'où pourrait provenir ce Covid, quoi. Oui, c'est ça. On a vraiment voulu mettre, parler des deux grandes hypothèses aujourd'hui possibles et très factuellement de voir ce qui penchait dans un sens ou dans l'autre, même si en fait notre but n'étant pas scientifique, c'est pas un documentaire scientifique ou qui défendrait une thèse, c'est un documentaire, on a vraiment voulu montrer que c'était générateur de théories du complot, qu'il fallait que le journalisme s'empare de cette question, et d'autant plus que les États ne le faisaient pas. Les États et donc la France en premier lieu, ne cherchent pas à savoir ce qu'il est advenu de notre coopération scientifique franco-chinoise. Lancée en 2003-2004. Lancée, à quoi ont servi ces dizaines de millions, et on a vu que l'OMS non plus n'avait. Alors dimanche à 21h10, regardez bien les images que vous verrez dans ce documentaire sur France 5. On voit des images inédites que vous avez récupérées, qui ont été longtemps bloquées par la Chine. On voit dans la région
région de Wuhan, des gens tombaient, mourir. Et cette information arrive à notre ministre de la Santé de l'époque, Agnès Buzyn. Et là, Agnès Buzyn est très inquiète, elle vous le raconte. À l'annonce des premiers morts à Wuhan, elle est frappée par une coïncidence troublante. Le 11 janvier survient le premier mort en Chine. Et là, je comprends que c'est potentiellement grave. À partir du moment où quelqu'un meurt, ça n'est pas simplement une pneumonie banale. Et donc, j'ai une inquiétude. Et là, tout d'un coup, je réalise que Wuhan est la ville de P4. Un laboratoire P4, c'est un laboratoire de haute sécurité. On y cultive des virus potentiellement dangereux. Un laboratoire P4 en Chine, ça n'est pas anodin. Donc voilà, je suis vraiment inquiète et je veux le signifier au Premier ministre et au Président de la République. Texto du 11 janvier 2020, 12h16. Monsieur le Président, petite information qui n'est pas encore dans les médias mais qui peut monter. Une épidémie nouvelle sévit en Chine depuis 15 jours. Pour nous, il y a une interrogation autour du rôle joué par le laboratoire P4 de Wuhan. Et alors, on vous voit, regardez, elle vous montre tous les textos qu'elle a envoyés, parce qu'elle a vraiment souffert un peu de tout le bashing qu'elle a reçu. Moi, ce qui m'intéresse, et ce qu'on ne voit pas dans votre doc, c'est la réponse du président et du Premier ministre. Est-ce qu'elle vous l'a montré ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était du devoir d'Agnès Buzyn, à partir du moment où elle avait des doutes, d'alerter, ce qu'elle a fait. Et ensuite, et donc il y a eu accusé de réception, ce type d'alerte, de message, ça va directement à des organismes spécialisés dans la sécurité nationale, et notamment au SGDSN. Secrétariat général pour la défense, la sécurité nationale. Et c'est eux qui sont en charge, et c'est eux qui savent en fait ce qui se passe ou pas. Oui, mais là, à elle Wuhan. vous dit, je suis désolé, elle vous dit j'écris au président et j'écris au Premier ministre. Elle vous montre son portable. Son portable, elle écrit à cet organisme ou elle écrit... C'est important de savoir si elle a bien alerté notre président et le Premier ministre. J'ai vu les deux textos. Donc vous les avez vus puisque je les ai vus. Donc ils étaient au courant qu'il y avait des soucis à Wuhan. Des soupçons, pas des... Et des soupçons. Est-ce qu'il y a une réponse sur le portable d'Agnès Buzyn, du Premier ministre ou du président ? Alors moi je vais vous dire mon souvenir. Dans mon souvenir, tous les textos que Agnès Buzyn, ministre de la Santé à l'époque, envoie au président et au Premier ministre, en général, ils accusent réception. En général, il y a marqué « bien reçu, chère Agnès », voilà. Mais il faut comprendre qu'à l'époque, des textos que la ministre de la Santé envoie au président et au Premier ministre, il y en a énormément. Et donc, tous les textos, et puis en plus à l'époque, c'est la réforme des retraites, tous les textos ne sont pas accompagnés d'une réponse détaillée, mais ils accusent réception régulièrement. Et si vous voulez connaître la réponse du SGDSN, la réponse, effectivement, je ne l'ai pas mise dans le documentaire, donc c'est exclusif. Voilà. Non, c'est pas exclusif, puisque mon co-auteur Jérémy André, dans son livre Au nom de la science, en parle déjà. En tout cas, ce n'est pas dans le documentaire parce que je n'ai pas pu vérifier cet élément de langage qui est envoyé donc en réponse au ministère de la Santé. Le SGDSN dit, pour être exact, nous n'avons pas de raison de penser que le laboratoire P4 travaille sur d'autres virus que celui pour lesquels il est accrédité. Donc on imagine des virus très dangereux comme Ebola, Nipah. Sauf que Jérémy et moi, ce qu'on a trouvé, c'est des informations selon lesquelles le laboratoire P4 a travaillé avant la pandémie sur des coronavirus. À la fois dans une note justement de l'INSERM, il est dit que le laboratoire sera pris en main avec des virus de classe 3, et Shi Zhengli elle-même dans une interview dit qu'elle a travaillé avec des coronavirus dans le P4. Oui, donc, ça c'est de qui s'agit-il pour les auditeurs de oui, en fait c'est la directrice, voilà, c'était parce qu'elle est partie, mais c'était la directrice du centre de recherche sur les maladies infectieuses. C'est le centre le plus prestigieux en Chine, c'est un domaine très prestigieux, les maladies infectieuses, et donc le SGDSN donne comme élément de langage pour la ministre de la Santé et tous les autres des choses à répondre aux journalistes, mais en fait
à mon sens, et d'ailleurs toutes mes sources en off le disent, on n'en savait absolument rien. Alors dans votre doc, alors j'ai dit bad girl parce qu'on, vous savez, comme bad woman, on l'appelle femme chauve-souris. À un moment, elle va se faire financer par une ONG américaine ses recherches. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que la personne qui le finance lui dit rend le virus plus mortel pour les humains. Non, c'est pas plus mortel. Si. Oui, j'attendais votre question. Si, bien sûr. Pourquoi il lui demande ça ? Alors, c'est pas vraiment qu'il lui demande. C'est qu'en fait, au moment où il s'associe, donc l'ONG américaine et Batwoman, voilà, l'Institut de virologie de Wuhan, au moment où ils s'associent, il y a des recherches qui font grand bruit dans le monde de la virologie, des recherches qu'on appelle de gains de fonction, qui commencent à se développer, notamment aux États-Unis, et qui sont assez pour je dirais que pour cette science partisane d'une prise de risque et d'aller toujours plus loin dans l'anticipation des pandémies, qui sont la promesse de peut-être empêcher la prochaine. Comment ? En prenant des virus qui sont à l'origine, voilà, qui sont dans la nature, et en les faisant muter en laboratoire pour les rendre plus contagieux aux humains. Plus virulents, plus dangereux. Plus virulents et surtout capables d'infecter les poumons humains. Pourquoi ? Pour prédire quel virus, naturellement, franchira la barrière des espèces et donc pouvoir anticiper des traitements et des vaccins en espérant que la prochaine pandémie fera moins de victimes. Ça, c'est le but affiché. Et si on le donne aux militaires ? Justement, en fait, le grand souci de ces recherches, c'est ce qu'on appelle la recherche duale. Ça veut dire qu'en fait, il y a toute une recherche qui est biomédicale, qui est donc orientée vers la médecine et qui se justifie et qui amène des collaborations internationales. Mais il y a toujours ce risque de même usage d'un point de vue militaire, et celui-là, en fait, qui est totalement, et en France aussi, secret. C'est secret. Et donc, comme on ne peut pas vraiment savoir ce qui est dual, il y a des commissions aujourd'hui qui essayent de savoir comment on essaye de voir le nombre de scaphandres qu'ils vont commander pour voir est-ce que vraiment ça se justifie pour la médecine, ou est-ce que potentiellement ils en commandent d'autres pour des laboratoires P4 installés autre part en Chine. Et donc en fait on essaye de savoir ce qui va être fait de notre technologie par des informations pour dire non, là en fait on arrête parce qu'on a un soupçon. Mais on peut jamais prouver parce qu'il n'y a pas d'organisme de vérification. En tout cas, c'est très intéressant. 5 ans donc après le Covid, la Covid, bien sûr, le secret des origines, ce sera dimanche soir sur France 5, le Monde en face. À 21h05. À 21h05. Et on le voit, c'est-à-dire vous donnez des clés pour mieux comprendre ce qui a pu se passer avec 3 pays, notamment, il faut le dire, les États-Unis, la France et la Chine, qui n'ont peut-être pas eu intérêt à vouloir tout dire au début, et encore aujourd'hui, en fait, Nolwenn Lefustech, non ? Encore aujourd'hui, même si vous avez vu que ça évolue de mois en mois. Ouais. C'est-à-dire que là, il y a quelques jours, les services secrets allemands, donc il y a eu des révélations dans la presse allemande sur comment dire, l'assessment, le rapport en fait des services secrets allemands qui avait été fait dès 2021, c'est que selon leurs conclusions, le virus, donc ils sont sûrs entre 80 et 95% que le virus serait issu d'un laboratoire à Wuhan, un accident. Donc ça, voilà, on commence un petit peu à sortir de cette cette après, théorie ce qui est du difficile, complot. c'est d'endosser la responsabilité, quoi. Parce que évidemment, si la Chine est responsable, vous imaginez, il y a eu des millions de morts, et bien sûr des pandémies, une économie mondiale qui a été mise en l'air, évidemment, et bien sûr les États-Unis s'ils ont contribué d'une manière ou d'une autre, et puis la France avec ce laboratoire P4 puisqu'on l'a co-construit au début des années 2000. Merci, c'est passionnant. Dans un instant, allez, mettez-vous d'accord, les débats jusqu'à midi, bien sûr, sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai.